Bon, je n'ai pas très envie de faire cette vidéo, c'est la pire intro du monde pour faire rester les gens, mais je n'ai pas très envie en fait de faire cette vidéo parce que je me suis mise beaucoup la pression par rapport aux vidéos de l'année dernière. Vous vous en doutez, je parle des vidéos rentrée littéraire. Et je me rends compte que les vidéos de l'année dernière ont cartonné en termes de vues par rapport à ce que je fais d'habitude. Et qu'au début, ça m'a fait grandement plaisir. J'ai aussi gagné des abonnés. Et en fait, je me suis rendu compte que les vues, bah déjà, les gens restaient pas très longtemps. Donc ça, le taux de, enfin, les stats YouTube étaient pas géniales. Et moi, c'est pas du tout. Je préfère avoir pas beaucoup de vues, mais des gens qui restent longtemps et qui écoutent ce que je dis plutôt que beaucoup de vues et pas beaucoup de temps d'audience. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas terrible en parler youtubesque. Et qu'en plus de ça, j'avais gagné des abonnés qui finalement ne regardent pas vraiment non plus mes vidéos et qui se sont désabonnés très très vite quand j'ai fait d'autres contenus qui n'étaient pas rentrés littéraires. Autant dire que finalement, le rendu post machin m'a pas vraiment rendue heureuse. Et en plus, même si j'étais contente de ce que j'avais lu et du contenu, j'ai pas envie de faire ça cette année, je m'étais bien pimpée, j'avais pris le temps de bien tout détailler, les résumés, tout détailler mes avis, j'avais tout préparé, tout noté et tout. Et cette année, la rentrée littéraire me... L'intro est déjà trop longue, je vais perdre tout le monde avant même d'avoir commencé à donner mes avis. Mais cette année, la rentrée littéraire me chafouine, elle me motive pas trop. Je crois que, comme vous le savez, c'est cyclique, il y a plus de 500 livres qui paraissent en très peu de temps. Et autant des fois c'est très stimulant parce que du coup on retrouve plein d'auteurs qu'on adore le reste du temps et qui reviennent avec des nouveaux titres. Et il y a des titres très stimulants, des nouveautés, des choses comme ça. Et des fois c'est vraiment une émulsion qui me plaît beaucoup. Émulsion. Mais là cette année, vraiment ça m'a fait souffler une bonne partie du temps. J'ai eu des bonnes lectures, voire des très bonnes, mais je sais pas, cette année elle me chafouine, cette rentrée littéraire. Et du coup j'ai repoussé le fait de faire la vidéo alors que j'ai tout ça quand même à vous présenter. Ah non, lui il compte pas, c'est Forget Me Not. Caca, j'en ai parlé sur Instagram, mais voilà, mais ça ne fait pas partie de la rentrée littéraire. Et il faut que je réorganise Le Voleur de la Reine, je vous en parlerai, mais techniquement c'est octobre, et il y en a deux que j'ai lus en numérique. Mais bon, j'ai quand même 2, 4, 6, 8, 10. Je suis en train de lire, je triche. 2, 4, 6, 8, 10, 12 romans dont je pourrais vous parler, dont je vais vous parler, et je pense pas faire de vidéos assez longues. Je pense que ceux auxquels j'ai pas envie de m'attarder, je m'attarderai pas. Et puis si vous êtes curieux du résumé, vous irez voir peut-être d'autres avis pour confronter. Mais il y en a certains auxquels je pense et dont je vais vous parler. Vraiment, zéro intérêt, donc je vais pas m'y attarder. Je vais même, je pense que le résumé va être ultra court. Je sais pas, on dit disclaimer, j'aime bien les gens qui font disclaimer. Je suis libraire, donc j'ai énormément de services de presse dans cette rentrée littéraire. Je n'ai même que ça. Donc il y en a qui n'ont pas les couvertures définitives. Il y a même des fois les dates de parution dessus. Et si jamais je vous parle d'un titre qui n'est pas encore paru à l'heure où je posterai la vidéo, je vous mettrai la date de parution en dessous. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Et du coup, comme je suis libraire, les services de presse n'influencent pas mon avis et mon opinion parce que je ne dois rien aux éditeurs et que j'en ai rien à faire. Voilà, parce que si je me suis fait chier, c'est propre qu'à moi et voilà, c'est tout. Donc je voulais d'abord vous parler de La Bonne Mère, le premier roman de Mathilda Di Matteo, publié aux éditions L'Iconoclaste. Il faut savoir que les éditions L'Iconoclaste publient très peu de romans à l'année et qu'en rentrée littéraire de manière générale c'est tout le temps le cas. Ils publient 3 romans, 2 d'autrices confirmées ou d'auteuristes confirmées et un premier roman. Celui-ci c'est le premier roman des éditions L'Iconoclaste de cette année et c'est vraiment très bon. J'ai adoré, j'ai eu la chance du coup de faire la présentation rentrée littéraire des éditions L'Iconoclaste où l'autrice était présente et elle nous a parlé elle-même de son roman. J'ai déjeuné à côté d'elle à un moment donné, donc on a pu échanger et elle est vraiment très jeune, très fraîche, très sympathique, très... Voilà, j'ai beaucoup accroché et je trouve qu'elle met énormément d'aide dans ce roman-là. Dans La Bonne Mère, on va suivre 2 points de vue, le point de vue de la fille qui s'appelle Clara et de la mère dont j'ai oublié le prénom, mais qui en gros elle réside à Marseille et qui est le portrait type de ce qu'ils appellent la cagole. C'est même l'autrice qui l'a dit, c'est vraiment, elle a le parler cagole, le vivre cagole, elle est marseillaise jusqu'au bout des ongles, et la fille Clara est marseillaise aussi, mais est partie faire ses études à Paris et y vit avec son copain. Dans ce roman on alterne vraiment parler de la fille et parler de la mère, donc un chapitre sur l'autre, qui va du coup nous parler de, pour moi, de transfuge de classe, de maternité, non, de, comment on dit, du fait d'être mère en fait, parce que du coup de ce que c'est d'être une bonne mère au bon moment, etc. Le Clara c'est tout son parcours aussi pour vivre à Paris en cachant un peu qui elle est, mais
pourquoi cacher qui elle est, enfin c'est un peu toutes ces raisons là. Donc je trouve que ça parle de transfus de classe, ça parle aussi de famille, sororité, ça parle de violence masculine, de domination patriarcale, on adore ça. Tout ça avec une langue que j'ai trouvée très vivante, très percutante, il y a vraiment des... la mère parle comme une gagole, donc voilà, mais il y a des moments où il y a vraiment des phrases qui sont hyper percutantes, avec des sortes de jeux de mots intelligents. Je sais pas trop comment dire, il aurait fallu que je note des exemples, mais j'en ai pas. Mais voilà, dire que la langue est vivante, c'est le plus simple pour parler de ce livre. Il est à la fois drôle, mais pas que, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des thématiques abordées un peu dures, même très dures. Bref, j'ai beaucoup aimé, je pense que j'oublie de parler de plein de choses, mais comme j'ai dit, je ne vais pas m'attarder, d'autres gens parleront beaucoup mieux, moi c'est juste pour être succincte. Ensuite, j'ai passé 150 ans sur Jackie de Anthony Passeron chez Grasset. Je n'ai pas lu Les Enfants Endormis, qui est son précédent roman, qui a vraiment été génialissime. Dans Jackie, qui fait même pas 200 pages, et où je dis que j'ai passé 1000 ans, c'est qu'en fait, le principe de base me plaît et me débecte en même temps, c'est-à-dire qu'en gros il va nous raconter sa vie, mais il va passer par un prisme original. C'est ça qui m'a accroché, c'est que en gros il va nous raconter son enfance avec son frère jumeau et ses parents, et notamment son père qui s'appelle Jackie, la figure du père, au travers de l'évolution des consoles de jeux vidéo dans le temps. Donc ça parle de son enfance avec les différentes consoles, voilà, et le temps passe, etc. Donc le prisme des consoles de jeux vidéo me plaît beaucoup, c'est même plutôt bien fait. Mais en fait, moi j'en peux plus des auteurs qui racontent leur vie. Je suis désolée, mais vraiment, quand moi on me raconte. Limite, on pourrait me dire que c'est une fiction et je saurais pas que c'est lui. Je préférerais. Mais là, je sais qui écrit, c'est sa vie et tout, et donc en fait, ça me saoule. J'en ai marre des auteurs qui racontent leur life dans les romans, encore plus en rentrée littéraire. J'ai envie de dire, on est déjà assez inondé comme ça. Bref, en gros, lui, le problème, c'est qu'il a souffert de mon point de vue de libraire qui en a marre de lire de la littérature où les gens racontent leur life. Des fois c'est bien fait, hein, je dis pas, j'ai dû aimer des romans où les gens racontent leur life et c'est super bien fait, mais là plus le fait que je l'ai traîné alors qu'il fait pas beaucoup de pages, ben non, désolée, Anthony Passeron, Jackie, j'ai quand même envie de lire Les Enfants Endormis, mais celui-ci, ça ne m'a pas trop accroché. Pourtant, il y a des choses très intelligentes dans l'écriture et dans ce qui est dit de son père, mais moi, je me suis un peu fait chier. J'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré le premier roman de Gabrielle de Tournemire, Des enfants uniques, publié chez Flammarion, qui nous raconte l'histoire de Hector et Luce qui s'aiment depuis l'adolescence, sauf que les deux souffrent de handicap, en tout cas ont un handicap, je ne sais pas si on dit souffre, ont un handicap, et pour leur famille, leur entourage, les gens des équipes qui les entourent, c'est impossible pour eux de concevoir qu'ils s'aiment consciemment, limite, qu'ils peuvent potentiellement vivre ensemble, potentiellement avoir des enfants, et on va nous raconter leur histoire, comment ils vont tout faire pour s'aimer, en dépit de tous les obstacles qu'on va leur mettre. Roméo et Juliette version handicapée si vous voulez, je schématise de manière très grossière. Mais j'ai adoré la manière dont nous le raconte Gabrielle de Tournemire, parce que ça se voit, je crois qu'elle a passé un an dans un institut spécialisé, et ça se voit qu'elle nous raconte quelque chose dont elle sait de quoi elle parle, que ce soit au niveau de Hector et de Luz, mais aussi des parents et du personnel aidant. Parce qu'il n'y a vraiment aucun pathos, tout est fait avec justesse, j'ai beaucoup aimé. Et Hector et Luce sont terriblement attachants. On suit aussi notamment, je sais pas si je vais me souvenir de leur... oui, leur éducateur Carlo, qui est super important dans leur construction. Et franchement, ça j'ai adoré. Il est court, il se lit très bien, il fait 209 pages, 220 pages. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Je pense que pareil, j'oublie de parler de plein de choses. Mais par rapport au résumé, à mon ressenti, je peux vous dire que j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu et détesté Couplet de Maggie Milner, publié aux Escales. C'est un roman en vers libre. Ça me plaisait bien parce que c'était déjà sur le papier traduit par Julia Carninon, que j'adore. Et ça racontait le désir dans un couple lesbien. Et en fait, pour moi, ça ne respecte pas du tout le contrat de lecture, parce que je ne trouve pas que ça parle de désir. Je ne trouve pas que ça parle que de couple lesbien, parce qu'une des deux était en couple avec un homme et tombe... un peu en obsession pour une femme, je sais pas. Vraiment, j'ai trouvé que le contrat de lecture n'était pas respecté, et je pense que je suis pas les seules, parce que je n'ai vu que des avis catastrophiques sur ce livre, et ça me rassure parce que franchement, il est très court, et c'est pareil, j'ai souffert la lecture, donc je trouve pas ça intéressant au niveau de la plume, je trouve pas ça intéressant au niveau de ce que ça dit, et je trouve pas ça intéressant du tout. Voilà, je n'ai pas aimé, on va pas en faire un plat. Ensuite, que j'ai lu, mais que je n'ai pas de manière physique, parce que je l'ai lu en numérique, j'ai lu
Jouer le jeu, le nouveau roman de Fatima Das publié chez l'Olivier. J'avais adoré son précédent et premier roman, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Petite Dernière. Et j'espérais vraiment retrouver tout ce que j'avais aimé dans Petite Dernière et je n'ai pas du tout aimé, encore une fois, jouer le jeu. Je crois que c'est ça, jouer le jeu. En fait, Fatima Das, elle a une langue à la fois poétique, à la fois un peu street. Elle parle souvent de, pareil, de relations saphiques, donc ça j'aime bien, parce que je pense qu'elle-même est concernée. Elle parle beaucoup de choses de niveau de classe, etc. Donc en gros, elle a tout un contenu qui est fait pour me plaire sur le papier. Mais en fait, dans Jouer le jeu, on suit une ado qui est au lycée, je crois, et qui va... je sais, franchement, je vais même pas essayer de résumer. Ce qui m'a profondément gênée, c'est que je trouve que, encore une fois, ça n'apporte rien. Autant la petite dernière, un récit autobiographique, je crois, mais qui m'a plu, parce que là, pour le coup, la langue était intéressante et je trouvais que ça disait des choses. Dans Jouer le jeu, je ne sais pas si c'est une partie de ce qu'elle a vécu enfant, si c'est un peu autobiographique ou quoi, mais il y a vraiment une relation malsaine qui s'installe entre... c'est pas le cœur du roman, mais ça y est, qui s'installe entre cette ado qui va se dépasser dans sa classe de français et vivre une relation pour moi un peu malsaine avec sa prof de français. Ça m'a mis mal à l'aise, j'ai pas trouvé que la langue était plus poétique et intéressante que ça par rapport à son premier roman. Et encore une fois, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de très... ça ne m'a rien apporté, je ne comprenais même pas où ça voulait en venir. Donc bref, je n'ai pas aimé non plus, très déçue. Ensuite, j'ai découvert Antoine Botters qui a déjà publié pas mal de romans avec Haute Folie qui est publié chez Gallimard ici. C'est... Encore une fois, là, mon ressenti est biaisé parce que je reconnais intrinsèquement tout ce qui fait un très bon roman, mais ce n'est pas non plus un coup de cœur. L'écriture est très belle, il y a vraiment quelque chose de très profond sur la folie, l'atavisme, l'héritage un peu qu'on nous laisse sans qu'on le veuille. C'est vraiment très très bien fait, mais je reste un peu sur ma faim, je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que c'est court et que du coup je ne peux pas trop m'attacher, m'identifier. Et comme je l'avais déjà dit dans de nombreuses vidéos, quand je peux pas m'attacher ou m'identifier, j'ai du mal à accrocher totalement au roman. Mais je reconnais que c'est un très bon roman. Dans Haute Folie, on va suivre Joseph qui est un homme dont la famille a été... frappée de plein de malheurs et Haute Folie c'est le lieu dans lequel il est né et il a pas vraiment grandi parce qu'après il va passer un peu de famille en famille, enfin c'est pas vraiment une famille d'accueil mais en gros il va pas vivre avec sa vraie famille. Non, ce que je dis c'est n'importe quoi parce qu'il vit un peu avec sa famille. Bon bref, il va vivre des choses pas faciles, être séparé de sa famille et va essayer de revenir un peu sur son passé pour définir qui il est, qui il sera, retrouver une sorte de paix intérieure. C'est un peu un parcours initiatique sur, donc je disais l'atavisme, l'héritage qu'on nous laisse quand on ne sait pas trop d'où on vient, mais qui est quand même là à l'intérieur de nous. C'est très bien fait, très beau, il a vraiment une écriture goncourable, je pense que ça parlera à certains, certaines. Typiquement un roman que je pense qui fera partie de certaines sélections mais qui ne m'a pas touchée autant que d'autres. J'ai ensuite adoré Je voulais vivre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est pareil, c'est pas son premier roman, c'est publié chez Grasset. J'ai adoré parce que ça nous raconte l'histoire de Milady dans Les Trois Mousquetaires. En fait, je trouve que pour vraiment bien parler de ce roman, il faudrait lire d'abord lire la note de l'autrice à la fin. Parce qu'elle explique pourquoi elle s'est intéressée à Milady et aussi en quoi tout ce qu'elle raconte dans ce roman fait sens. C'est que on va pouvoir dire de ce roman qu'il est féministe, et je pense que pour plein de mecs blancs cisgenres vieux qui adorent Dumas, ça va les gêner, ils sont là, oui bon c'est bon, le féminisme, laissez Dumas tranquille avec le féminisme, mais en fait pour moi, il est féministe parce qu'il replace Milady à sa juste place, en quelque sorte, de femme dans un monde d'hommes à une époque où c'était pas ça. Donc pourquoi elle a été tueuse, pourquoi elle est vénale, pourquoi elle a été la femme qu'elle a été dans Les Trois Mousquetaires, c'est bien dit, c'est pas caché, c'est pas... Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, on dirait que c'est un prisme féministe, mais moi je trouve qu'en fait, et c'est bien dit dans sa note, c'est aussi replacer un contexte des faits un peu réels, je sais pas très bien dit, c'est mieux dit dans sa note à elle parce que elle est pas autrice pour rien, Adélaïde de Clermont-Tonnerre,
Mais je trouve que c'est vraiment intelligemment fait. En fait, on alterne un peu les sauts dans le temps. C'est qu'on revient sur l'enfance de Milady, de ses 6 ans à la femme qu'elle a été jusqu'à la fin, via le prisme de Milady, via le prisme d'autres personnages et via le prisme de D'Artagnan vieillissant qui raconte un peu comment sa relation avec Milady, comment ça a fini, etc. C'est cruel par moments parce que, ben, encore une fois, il y a des passages un peu difficiles. Mais c'est aussi, et c'est là où j'ai adoré, c'est que je retrouve tout ce qui m'a plu dans le roman de Dumas. Je trouve que c'est aussi plein d'aventures, plein de... Voilà, ça se dévore comme un roman de KPDP, comme Dumas. La langue est un peu la même, même si non, parce que c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre, mais il y a une langue un peu à la Dumas, il y a une ambiance à la Dumas, tout en replaçant Milady... mettre l'église au centre du village, c'est pas du tout la bonne expression, mais voilà, j'ai adoré ce roman, j'aurais dû en parler quand je l'avais fini parce que là j'ai sûrement plein de choses encore une fois qui me sortent de la tête. Ça c'est coup de cœur et je vous le recommande chaudement. Il fait 400 pages, presque 500 pages et franchement autant au début j'ai pris mon temps, autant à la fin j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai enchaîné d'une traite. Alors j'ai celui-ci que j'ai... Alors, L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, publié chez Julliard. Je vais avoir du mal à trop m'attarder sur ce roman parce que très très court. Rachid Benzine fait toujours des romans très très courts. Je suis 100% ok avec, j'aime pas cette expression mais vous allez comprendre, ok avec le propos du roman parce que ça va nous parler de Gaza, de la Palestine, etc. Donc je suis 100% ok avec le message qu'il dit, j'ai adoré, j'ai versé ma larme, c'est très beau. Donc j'ai du mal à être critique vis-à-vis du livre parce que pour moi il est à lire absolument. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que la forme est un peu facile, voire légèrement, c'est pas le bon mot, mais je trouve pas le bon mot, démago, mais c'est pas démago que je cherche, mais je trouve qu'en fait c'est un peu trop facile comme forme, c'est un peu comme un conte à la Sepulveda, où c'est pour le coup là où je trouve c'est un peu pathos. Mais en même temps, et là je m'en veux de le dire, c'est difficile de pas être pathos sur un tel sujet. Donc je suis critique, mais je peux pas l'être totalement. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir m'agresser quand je vais dire que c'est pathos alors que ça parle de Gaza et de la Palestine, etc. Mais bref, c'est mon opinion. Moi je trouve la forme un peu trop facile, mais par contre c'est très bien fait et ça m'a tiré des larmes. Donc ça n'en reste pas moins une très très bonne lecture et je n'en dirai pas plus sur ce roman parce que on va le voir passer partout, c'est sûr et certain. J'ai lu 20 minutes, oui, bon, ça va. Vous arrêterez quand vous en aurez marre de toute façon. J'ai lu Des inconnus à qui parler de Camille Bordas, publié chez De Noël. Il faut savoir que Camille Bordas, j'avais lu et adoré un roman qu'elle avait publié aux éditions L'Inculte qui s'appelait Isidore et les autres, il y a au tout début de que j'ai commencé ma carrière de libraire, je pense en 2018. Peut-être après, peut-être avant. Est-ce qu'il y a la date? Oh, 2018, forte. Ok, donc j'avais adoré Isidore et les autres, parce qu'il y avait une tendresse dans son roman. Et quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman de Camille Bordas, je me suis empressée de demander le service de presse, parce que j'avais trop envie de le lire. Deux choses à savoir, pas très importantes, pas très... voilà, mais Camille Bordas est française, mais vit aux États-Unis, et donc ce roman est déjà sorti aux États-Unis en anglais. Et c'est elle-même qui traduit son propre roman, parce que bah, elle est française, et que voilà. Ce roman là-bas a déjà connu une presse pas mal, et a beaucoup été comparé à Jonathan Franzen. Moi je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le dire, mais je pense que s'il y en a qui connaissent cet auteur, ça vous parlera peut-être. Et c'est là où moi j'ai été un petit peu plus distante du roman par rapport à Isidore et les autres, c'est qu'elle nous plonge dans une journée, la dernière journée d'un cours de stand-up, d'étudiants de cours en stand-up, donc de comédie, où il va se passer plein de trucs, notamment ce groupe est perturbé parce qu'il y a l'arrivée d'un prof un peu controversé qui a été annoncé et qui bouleverse un peu tout leur univers. Et ensuite, différents points de vue de cette troupe de stand-up, jusqu'à une soirée un peu fatidique. Et là où je suis un peu perplexe, c'est que je trouve que ce roman est à la fois brillant, à la fois il dit plein de choses super, à la fois... Et ça m'a mise un peu mal à l'aise à certains moments. Ça parle d'humour, ça parle d'art, de ce qu'on peut... un peu de ce qu'on peut, de quoi on peut rire aujourd'hui, de quoi on peut plus rire, de ce qu'est l'humour aujourd'hui et de ce qu'on en fait. Donc c'est intéressant, mais ça peut vite devenir un peu bancal, voire un peu cringe, le monstre, bon, un peu bancal.
Et les personnages sont à la fois très humains et du coup un peu rebutants parce qu'il y en a qui sont vraiment pas très attachants et qui pensent des trucs auxquels j'adhère pas et du coup ça m'a mis mal à l'aise. Et en même temps ça m'a bousculé, donc est-ce que c'est pas aussi le but des romans? Voilà, je trouve qu'il y a pas la tendresse qu'il y a eu dans Isidore et les autres et qui m'a manqué et que j'attendais dans celui-ci, mais il a un autre côté qui me fait me dire c'est pas un coup de cœur du tout. Mais il y a des choses quand même qui me restent en tête, qui reviennent et qui sont intéressantes. C'est quoi l'autre que j'ai lu en numérique? Faut que j'aille voir sur mon livre addict. Bon, en fait, je suis allée voir, j'ai menti, c'est pas vraiment de la littérature blanche, celui que j'ai lu que j'ai lu de manière physique, donc j'en parlerai à la fin en même temps que Le voleur de la reine. J'ai lu et beaucoup aimé Trois fois la colère de Laurine Roux, publié aux éditions du Sonneur. Le roman s'ouvre sur l'exécution d'un homme qu'on appelle Hugon, Hugon le Terrible, qui vient d'être décapité par une jeune fille dont on ignore un petit peu qui elle est. Au tout début du roman, c'est vraiment la première page. Elle chevauche, il y a le sac avec la tête du mec qui trimballe contre le flanc du cheval, et on a vraiment cette scène-là d'entrée. Après, on nous montre la scène d'un accouchement où les trois enfants naissent et sont séparés à la naissance pour vivre trois destins séparés. À partir de là, du coup, Laurine Roux nous raconte le récit de ces trois enfants, leurs destins, qui sont liés évidemment par leur naissance, par leur mère, mais aussi par leur père, dont pour l'instant on ignore tout, mais qui va certainement les regrouper et les lier à jamais. Ça parle beaucoup de la nature et beaucoup de la domination masculine et de la violence des hommes, mais avec une langue qui est très très différente, qui est très organique, très crue, très visuelle, très médiévale, parce que ça se passe au Moyen-Âge, je crois, dans les montagnes des Alpes, et du coup on est vraiment dans une nature à la fois salvatrice et protectrice, à la fois cruelle parce qu'on la domine pas justement. Et les trois destins des enfants sont très différents, très révélateurs de plein de choses à leur manière. J'ai beaucoup aimé, j'y pense encore beaucoup, j'ai du mal à totalement me figer dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup dans ce roman, pas en termes de densité, mais en termes d'émotion. Je trouve qu'on ressent beaucoup de choses et c'est dur de rester insensible, que ce soit à la langue, à l'ambiance ou au personnage. C'est très perturbant, voilà, mais pas dans le mauvais sens du terme pour une fois. C'est pas comme celui-ci qui m'a perturbée mais mise mal à l'aise. Celui-ci m'a perturbée mais où ça me hante un petit peu. Donc oui, j'y repense très régulièrement. Je pense pas que ce soit un livre qui soit fait pour tout le monde parce qu'il est indubitablement féministe. Il est très particulier de par la langue, mais par contre, je pense que c'est, encore une fois, avec des enfants uniques, et je voulais vivre un de mes romans préférés de la rentrée. J'y pense encore beaucoup, voilà. Je pense que j'aurai encore des trucs à en dire, mais plus tard. Là, pour l'instant, je le mature encore un petit peu. Et ensuite, un de mes coups de cœur les plus, comment dire, directs. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que les autres, ça a été des coups de cœur quand je les ai eu finis, que je savais que j'avais la totalité. Celui-ci, Il pleut sur la parade de Lucie Anne Belgy, publié chez Gallimard, qui est également un premier roman. Je peux dire que dès les premières lignes, j'ai su que j'allais aimer. Le premier paragraphe m'a vraiment beaucoup plu dans ce que... Je pense que je vais vous le lire, j'aime pas trop lire à voix haute dans les vidéos parce que j'aime pas trop les gens qui font ça. Mais là, je veux que la langue vous parle, donc je vais le faire, tant pis. Ceux qui n'aiment pas switcheront. Je vous lis le passage et après je vous fais le pitch. De toute façon, je me suis toujours méfiée des enfances heureuses. Les enfants ravis d'être là, mon doudou, mon tracteur, mon goûter, maman je t'aime et les licornes, ça fait des adultes qui n'ont aucune résistance. Quand on passe 10 ans à s'imaginer que la vie est un champ de coquelicots et que les autres n'existent que pour faire notre bonheur, il est difficile ensuite de se faire quitter sur un trottoir par celui qu'on aime. Alors qu'une enfance comme celle de mon fils Ariel, à se faire pousser en dehors de l'équipe et à exaspérer les adultes, vous promet une vie qui ressemble à une vie. On en pense qu'on en pense. Moi j'aime beaucoup la franchise de la plume et du ton de la narratrice. Donc dans ce roman, on suit un couple, Jonas et Lucie. On est au point de vue de Lucie dans le roman, mais on suit vraiment le couple. Lui est juif et elle est issue d'une famille catholique, sauf qu'elle n'est pas vraiment pratiquante. Par contre, lui, il l'est vraiment beaucoup, et sa famille d'autant plus. Et pour un juif, épouser une qui s'appelle une goy ou une chiske, ou je ne saurais pas le dire, mais... donc c'est une goy, c'est une non-juive. Pour la famille de Jonas, elle brise un peu l'héritage juif de toute la famille. Et donc elle est pas enfin, c'est pas vraiment le choix qu'auraient fait les parents de Jonas pour lui.
Sauf qu'ils s'aiment, ils vont avoir un enfant, un fils qui s'appelle Ariel, et en fait le roman nous explique qu'Ariel est un enfant violent. Il est pas violent verbalement, il est même plutôt adorable et attachant, mais il ne peut pas s'empêcher de pousser les autres enfants, de leur faire du mal, il peut pas s'empêcher de les pousser, de les bousculer, de jeter leurs affaires, et il est violent avec les autres enfants et ils ne comprennent pas pourquoi. Et quand on lit le roman, on comprend pas trop non plus parce qu'ils sont plutôt des parents aimants, un petit peu même qui permettent beaucoup de choses sans être laxistes ou permissifs, mais ils lui laissent beaucoup de liberté, ils sont beaucoup avec lui sans être étouffants. Et on se dit que bah il n'y a pas de raison à ce que cet enfant soit violent. Et Lucie est totalement perturbée par ça, Jonas aussi, ça les empêche de beaucoup de choses vis-à-vis de leur entourage et de l'école. Et Lucie nous raconte ce qu'elle pense, d'où ça vient, de la psy, parce qu'ils vont les consulter, la psy, ce qu'elle pense, d'où ça vient, et ça parle beaucoup d'héritage, encore une fois, mais de manière beaucoup plus drôle. Je trouve ce roman très sincère dans la plume, dans le ton dans lequel c'est. Lucie est une narratrice que j'ai beaucoup aimée, elle est très drôle, parce qu'elle dit des choses où elle les dit cash, mais la langue est belle, mais elle les dit cash, et du coup je suis là, ah oui, bah c'est vrai ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la religion, ce que ça vient faire dans une famille quand on n'est pas croyant des mêmes choses. Ce que ça dit de la parentalité aussi. Donc moi ça ne me concerne pas, mais je trouve ça hyper intéressant la manière dont c'est fait dans ce roman. Et je pense que j'avais autre chose à dire, mais juste lisez-le. Je vous dis, c'est le coup de cœur le plus vif. C'est-à-dire que les autres, bon après je les ai lus il y a plus longtemps aussi, et lui je viens de le finir, donc c'est un peu plus frais, mais c'est le coup de cœur le plus vif. Il y a un tout petit essoufflement arrivé à un petit moment, bon après le roman est court, hein, il fait 250 pages, il y a un petit essoufflement à un moment qui ne m'a pas gênée parce que j'adore le ton de la narratrice, donc j'étais toujours avec elle, mais je peux comprendre qu'à un moment donné on trouve peut-être que ça s'essouffle un peu, mais ce qui est dit, moi, m'a toujours beaucoup plu et intéressée. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être interminable et qu'il y a des gens qui détestent les vidéos longues. Désolée pour vous, mais écoutez, les time codes sont faits pour ça. Vous allez là où ça vous intéresse ou vous quittez. De toute façon, j'ai bien décidé que mes stats YouTube, j'en avais plus rien à foutre. Je pense que je ferai une autre vidéo où au moins je me concentrerai peut-être sur ce que j'ai lu de l'imaginaire de la rentrée. Pour l'instant, j'ai lu que 2 trucs, hein, donc j'ai pas assez de contenu. Mais je pense pas l'inclure à cette vidéo qui est déjà assez longue. Est-ce qu'il y a des titres qui vous font de l'œil? Est-ce que vous avez lu des choses que vous me conseillez? Après je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous me conseillez, c'est ma collègue Anna qui les a lues et je vous avoue que par souci d'économie de temps, je ne les lirai pas. Je parle à mes collègues libraires. Il y en a beaucoup qui m'ont recommandé le Gaël Nohan, je sais qu'on m'a recommandé le Marie Charelle. Voilà, je les ai beaucoup vus passer, ils ont l'air fantastiques, mais ma collègue les ayant lus et comme la rentrée littéraire fait 500 livres sur 2 mois, je les garde en mémoire peut-être pour les sorties poche, mais je vais pas les lire avant la fin de l'année, je pense pas. Mais bon, je suis quand même preneuse de vos conseils si vous en avez. N'hésitez pas à me dire si vous avez les coups de cœur de rentrée lit. Moi, je ferai mon tri entre ce que j'ai à lire et ce que je veux lire. Là, il me reste encore tout ça quand même, hein. Je suis pas très motivée, hein. Franchement, j'ai envie de passer à autre chose. Sur ce, je vais quand même vous inviter à liker la vidéo, à la partager si vous l'avez aimée, à vous abonner si le contenu vous intéresse. Mais ne vous abonnez pas si ce n'est que pour les rentrées vidéo littéraires. Rentrée littéraire parce que il n'y en aura pas tous les 6 jours et que j'ai un rythme catastrophique et qu'il faut savoir que ici c'est la débandade. Pire vidéo de ma vie je crois. Je vais la monter, je vais me détester. Sur ce je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle rentrée littéraire et je vous dis à bientôt.